Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à nouveau rejoints par Gilbert Doctorow, historien et également analyste des affaires internationales. On peut aussi ajouter qu'il est l'auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War, et j'ajouterai un lien dans la description. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Heureux d'être avec vous. Nous constatons donc que tant Israël que l'Iran sont sortis de cette guerre avec des pertes importantes, mais il semble qu'Israël ait épuisé son potentiel militaire dans une large mesure. Du moins, c'est mon impression. Il est également raisonnable, je suppose, de s'attendre à une nouvelle attaque contre l'Iran, étant donné que la volonté d'Israël d'éliminer l'Iran par la force militaire ne s'est pas simplement arrêtée là. Beaucoup s'attendent maintenant à ce que les États-Unis reconstituent les stocks d'Israël, tandis que l'Iran reconstituera également ses propres réserves, tant par la production nationale que par des achats à l'étranger. Que savons-nous jusqu'à présent sur le réapprovisionnement en armement de l'Iran? Eh bien, de quelles armes parle-t-on? Parce que je ne pense pas qu'ils aient eu besoin d'être réapprovisionnés en missiles. Ils en avaient 40 000. Je ne crois pas qu'ils en aient utilisé 1000 pendant cette guerre de 12 jours. Donc, les missiles ne sont pas vraiment le problème, même s'ils reçoivent différents types de missiles provenant de leur propre stock. À ce sujet, j'aimerais faire référence à une émission débat que je suis régulièrement, même si je ne suis pas un grand partisan de l'animateur, car il peut être assez agressif et imposer ses opinions à ses invités sans leur laisser la parole. Je pense ici à l'émission du soir de Vladimir Solovyov, qui est l'un des 2 ou 3 événements les plus importants de ce genre à la télévision d'État russe. Le seul équivalent qu'elle ait, c'est le grand jeu de Vyacheslav Nikonov. Enfin, je ne vais pas me lancer dans une comparaison de ces 2 programmes différents. L'émission de M. Solovyov a un contenu très variable, avec beaucoup de temps perdu lorsque les sujets sont assez controversés et qu'il n'a pas reçu les signaux qu'il aurait souhaité du Kremlin. Il détourne alors la discussion vers de grandes questions philosophiques, ce qui devient du bavardage, franchement assez creux pour les téléspectateurs. Mais certains jours, on y trouve des informations surprenantes venant de véritables experts, et il invite périodiquement à l'émission de vrais spécialistes qu'ils appellent orientalistes, et en particulier des spécialistes de la Chine. Et un tel événement s'est produit la nuit dernière, au cours duquel le panel a révélé des faits que je ne vois nulle part dans les médias alternatifs, et encore moins dans les médias traditionnels. En effet, nous avons vu beaucoup de critiques à l'encontre de M. Poutine, notamment parmi mes pairs, de la part de ceux qui sont déçus par l'apparente incapacité de la Russie à soutenir l'Iran dans le conflit avec Israël. Ils ignorent souvent le fait que c'est la partie iranienne qui a refusé d'inclure une composante militaire ou de défense dans la section de défense mutuelle de l'accord de coopération globale qu'ils ont conclu après plusieurs années de négociations avec la Russie en décembre dernier. Ce n'est pas juste, car les Iraniens gardaient encore l'espoir de trouver un terrain d'entente avec les États-Unis, de résoudre le problème des sanctions et de retrouver les bonnes grâces de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Occident. Et ils ne voulaient pas que la Russie les maintienne sous sa coupe comme un poids mort en concluant un pacte militaire. Eh bien, ils ne s'en sont pas très bien sortis en se privant d'un soutien potentiel des Russes, même s'ils ont tenu remarquablement bien face aux Israéliens, comme vous le suggériez dans vos remarques liminaires, bien mieux que ce que tout le monde attendait. Ils ne disposaient pas de défense aérienne, c'est vrai, mais les Israéliens, pour des raisons que je ne me risquerai pas à aborder, n'ont pas lancé d'attaque massive et totale pour détruire la nation iranienne.
Ils ont limité leurs attaques à des cibles clairement militaires et à des personnalités militaires ou à l'élite dirigeante. En ce sens, le ciel libre offert aux avions israéliens n'allait pas entraîner la chute de l'Iran. En revanche, si les attaques iraniennes contre Israël avaient continué, elles auraient provoqué la chute d'Israël. Et cela était évident dans l'intervention de M. Trump. Ainsi, du côté des missiles, l'Iran s'en sortait plutôt bien tout seul, même si ce n'est que ces derniers jours qu'il a commencé à utiliser ses véritables poids lourds, des missiles indestructibles avec des charges utiles de 700 kilos, pour infliger des dégâts dévastateurs à des sites militaires en Israël. Mais il y a plus que cela. Ils ont besoin de beaucoup d'autres choses. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu hier soir dans l'émission Solver Up, ils les obtiennent de la Chine. La Chine est probablement le plus grand marché d'exportation de l'Iran pour son pétrole. L'Iran est un fournisseur majeur de la Chine, pas en pourcentage énorme, mais tout de même, compte tenu de l'ampleur des importations chinoises, l'Iran compte. Et qu'obtiennent-ils en échange? Ils reçoivent du matériel militaire, cela n'a pas été évoqué dans la presse. Qui peut imaginer que les États-Unis étouffent cela? Ils ne veulent pas que cela se sache. Ils ont leurs propres griefs contre l'Iran et ils ne veulent pas aborder la connexion entre la Chine et l'Iran. Nous avons aussi appris dans l'émission d'hier soir que les Chinois ont effectivement envoyé une flottille navale militaire dans la région du Golfe Persique. Elle est arrivée opportunément le dernier jour de la guerre. C'était là de manière plus symbolique, comme un rappel aux États. Si vous voulez aller de l'avant avec cela, nous vous anéantirons. Donc le fait que les Chinois étaient prêts militairement à défendre l'Iran contre la présence navale des États-Unis au Moyen-Orient était évident pour quiconque observait attentivement. Et franchement, peu de gens observaient attentivement. L'autre point qui est ressorti, c'est qu'il existe réellement un axe. Washington parle du nexus iranien, chinois, nord-coréen, russe. L'accent hier était mis sur les trois sans la Russie. Oh oui, mais avec un autre pays dont on ne parle pas beaucoup, le Pakistan. Donc il disait hier soir qu'il existe une entente militaire très forte, une entente défensive entre l'Iran, le Pakistan, la Corée du Nord et la Chine. Et que la participation ou la contribution de la Russie est appréciée, mais pas essentielle. En même temps, il est clair que tant la Chine que le Pakistan considèrent qu'il est totalement inacceptable pour l'Occident de réussir à infliger une défaite stratégique à la Russie. Je pense que cela s'est manifesté, cela a à peine été couvert dans les médias occidentaux, lorsque von der Leyen s'est rendue à Pékin en prévision du sommet UE-Chine qui aura lieu dans 2 semaines, auquel son supérieur Charles Michel participera. Von der Leyen a eu une rencontre avec Xi, et d'après ce que j'ai compris, il lui a dit « N'envisagez même pas de vaincre la Russie, car nous ne l'accepterons pas. Nous savons que nous serons les prochains. » Il exprimait ce que nous, analystes, disons entre nous, mais cette fois, cela venait de la bouche de Xi, ce qui change la donne. Lorsque les Américains étaient à la conférence sur la sécurité à Munich, nous avions des personnes comme le général Keith Kellogg qui avertissaient qu'avant la guerre contre la Russie, la coopération militaire entre les Russes, les Nord-Coréens et la Chine était limitée. Mais aujourd'hui, on voit presque émerger une grande alliance eurasienne. Et lorsqu'il a évoqué cela à Munich, l'idée principale était que c'était un désastre, une conséquence non intentionnelle, ou du moins non désirée, de la guerre par procuration en Ukraine, ce qui constituait l'un des arguments pour expliquer pourquoi il était important de mettre fin à cette guerre. Eh bien, si l'on avance jusqu'à juillet, oui, la guerre continue toujours. Trump fait un peu le va-et-vient avec ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais peut-on dire que l'alliance eurasienne, même si ce n'est pas une alliance formelle puisque la Chine ne fait pas d'alliance, n'a pas émergé? Il y a tout de même cette interconnexion désormais,
Vous avez mentionné l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, le Pakistan, la Chine, tous ces liens qui se resserrent. Oui, cela doit sûrement modifier la donne stratégique dans la région au sens large. Surely this must shift the strategic picture in the wider region. And because it would not be obvious to the audience. Et parce que cela ne serait pas évident pour le public, une autre remarque faite hier soir est pertinente. La Corée du Nord est une force bien plus importante. Elle est perçue dans la région comme une force bien plus grande que ce que rapportent les médias traditionnels. Oh oui, la Corée du Nord envoie quelques milliers de soldats en Russie. Eh bien, les Nord-Coréens semblent avoir fait une très forte impression dans leur région, au point que, du moins parmi les analystes que Solovyov a présentés hier à la télévision d'État, ils pensent que la Corée du Sud est en train de recalibrer ses relations avec les États-Unis, compte tenu du voisin très sérieux qu'elle a et du soutien équivoque qu'elle reçoit des États-Unis, et bien sûr des sanctions que Donald Trump semble désireux d'imposer à la Corée du Sud et à ses industries très importantes, notamment l'automobile. C'est donc une considération supplémentaire, ce n'est pas simplement un petit élément de l'équation. La Corée du Nord est une grande partie de l'équation. Mais comment voyez-vous? Enfin, quelle sera la signification? Parce que d'habitude, quand des alliances émergent ou qu'une coopération plus étroite se met en place entre ces... Bon, on n'appellerait peut-être pas la Corée du Nord un géant, mais elle est certainement assez puissante militairement à bien des égards. Quand ces puissances de l'Est se rapprochent toutes, en général, on observe, vous savez, un renforcement ou la formation de contre-alliances, mais il semble que le bloc occidental s'affaiblisse en même temps que cela se produit. Je ne sais pas. Avez-vous réfléchi à la direction que cela prend? Permettez-moi d'introduire une considération. Encore une fois, personne n'en parle. Tout le monde fait tout un tapage au sujet de l'Iran qui construirait une arme nucléaire. Pourquoi construire quand on peut acheter? Je pense qu'étant donné les sanctions contre la Corée du Nord, l'idée que quoi que ce soit que l'Occident puisse dire ou faire à propos de la Corée du Nord puisse l'empêcher de rendre des armes nucléaires disponibles à un pays tiers comme l'Iran n'est tout simplement pas crédible. Le Pakistan est également une grande puissance nucléaire, et il ne laissera pas tomber l'Iran. La déclaration faite hier était que le Pakistan est prêt à donner à l'Iran tout ce dont il a besoin. Eh bien, tout ce dont il a besoin peut certainement inclure le facteur nucléaire. Donc je pense que tout le monde passe à côté de la réalité des relations ici et se concentre sur « Oh, ils enrichissent ». Peu importe l'enrichissement. Ignorer la possibilité qu'ils acquièrent, en cas d'extrême urgence, s'ils se sentent immédiatement menacés par Israël, des armes nucléaires pour contrebalancer, ce serait à mon avis passer à côté d'un élément important de l'équation. En effet, eh bien, il semble logique que ce soit la Chine et le Pakistan qui fournissent la majorité des armes à l'Iran, étant donné que, eh bien, la Russie mène une guerre très longue à ses propres frontières. Ce partenariat, cependant, je veux dire celui entre la Chine et l'Iran, ne devrait pas surprendre. Mais le Pakistan et l'Iran, pour ceux qui ont observé cette relation au fil du temps, ont eu, disons, une relation mouvementée. Ils ne semblent pas toujours être des alliés naturels. Est-ce simplement lié à ce qui s'est passé en Palestine, ou s'agit-il d'une préoccupation plus large concernant un possible effondrement de l'espace eurasiatique s'ils parviennent à éliminer l'Iran? Eurasian space if they're able to knock out Iran. No, I think you identify the factor when you mention Palestine. Je pense que vous identifiez le facteur clé lorsque vous mentionnez la Palestine. Le Pakistan s'est imposé sur le devant de la scène à propos du génocide à Gaza. Je pense que cela a déclenché leurs sentiments religieux et mis en lumière la réalité de leur puissance par rapport à n'importe quel État du Golfe. Ils ne sont pas menacés par Israël,
Ils n'ont pas ce grand voisin intimidant à côté d'eux, mais ils disposent de toutes les armes imaginables, à la fois les leurs et celles de la Chine. Après tout, lors de leur récente escarmouche avec l'Inde, ils utilisaient principalement les derniers avions chinois, avec des résultats mitigés, mais tout de même assez impressionnants. Ils constituent donc une force militaire et ils sont profondément affectés par ce qu'Israël fait subir à ses sujets palestiniens en Cisjordanie et plus particulièrement à Gaza. Ils ont donc pris position de manière assez indépendante de la Chine, mais tout cela revient au même. Cette volonté d'assurer la viabilité de l'Iran, quoi que les États-Unis et Israël envisagent de faire. Cela doit être pris en compte. Si nous pouvons nous pencher sur ce qui se passe en Ukraine, les derniers jours ont été assez dramatiques. Il semble que chaque jour ou chaque nuit, les Russes battent de nouveaux records en termes de nombre de missiles et de drones lancés. Je crois que le dernier chiffre était de 728 drones en une nuit, plus plusieurs missiles. Mais il semble aussi que de plus en plus de ces engins parviennent à franchir un système de défense aérienne ukrainien de plus en plus affaibli. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège de sous-estimer la force des Ukrainiens ou leur capacité à encaisser la douleur. Mais il semble que cette douleur s'intensifie fortement. Voyez-vous cela comme une croissance naturelle et progressive des capacités de la Russie, qui profite de la faiblesse actuelle de l'Ukraine? Ou pensez-vous que cela pourrait évoluer vers une sorte de point de rupture? Je pense que Vladimir Poutine subit une forte pression de la part des patriotes pour accélérer les résultats de la guerre. Et c'est exactement ce qu'il fait. L'augmentation massive des bombardements aériens, non seulement avec des missiles et des drones, mais aussi avec des bombes planantes. Il s'agit de bombes d'1, 2 ou 3 tonnes aux effets dévastateurs, qui sont larguées depuis les derniers bombardiers avancés de la flotte russe, lesquels n'avaient pas été déployés auparavant dans ce conflit. Cela vise à détruire les bunkers défensifs et autres infrastructures en Ukraine. Et c'est efficace. L'autre développement intéressant récemment, c'est que la Russie attaque désormais jusqu'à la frontière polonaise. Cela n'avait pas été fait auparavant. Ils attaquent à l'ouest de Lviv, au point que Tusk est sorti hier en disant « Nous allons reconsidérer l'utilisation de notre... » J'ai oublié le nom de ce petit aérodrome dans le coin sud-est de la Pologne, qui a servi de point de transit pour les livraisons militaires américaines et d'Europe occidentale vers l'Ukraine. Tout est passé par cet aéroport. Et la Pologne envisage maintenant de le fermer. C'est probablement davantage une rhétorique destinée à rappeler au monde à quel point la Pologne est essentielle pour soutenir l'Ukraine. Mais cela montre bien qu'ils sont conscients que les Russes tirent désormais juste de l'autre côté de la frontière et détruisent ce qui arrive par cette frontière polono-ukrainienne. Cela était intouchable auparavant. Rappelez-vous simplement que le cœur du nationalisme ukrainien, qui contrôle l'Ukraine depuis le coup d'État de 2014, se trouve précisément à Lviv. Et cette région, donc la Russie ne l'a pas touchée. Elle était occupée à combattre et à protéger le Donbass et les régions russophones d'Ukraine. Maintenant, elle s'attaque aux régions ukrainophones d'Ukraine, et à juste titre. Plusieurs villes ont été attaquées hier en Ukraine occidentale. Et cela, je pense, indique ce qui va suivre lorsque les Russes réussiront, probablement d'ici la fin de l'été, à atteindre le Dniepr. Je ne pense pas qu'ils aient l'intention de traverser le Dniepr, sauf peut-être pour assiéger Kiev. C'est tout à fait possible. Mais bien sûr, ils ne veulent pas avancer davantage, car ils n'ont pas l'intention d'occuper un territoire hostile. Néanmoins, ils sont prêts à détruire complètement le territoire à l'ouest du Dniepr, et cela s'est manifesté au cours des 2 derniers jours.
Eh bien, il semble qu'en plus de disposer de plus de puissance de feu, les Russes soient également plus enclins, je dirais, à frapper de manière un peu plus brutale, ce qui entraîne probablement davantage de victimes civiles. Comment interprétez-vous cela? La Russie intensifie-t-elle ses attaques en réponse à ce qui est arrivé à ses bombardiers nucléaires? Est-ce parce que le monde détourne le regard à cause de ce qui s'est passé en Iran? Ou est-ce simplement une montée vers un point de rupture? Parce qu'il semble effectivement rassembler une force très puissante à l'arrière, cherchant des opportunités potentielles en cas d'effondrement sur la ligne de front. Je ne sais pas si vous avez suivi ou examiné les différentes raisons possibles pour lesquelles les attaques sont devenues beaucoup plus agressives maintenant. Eh bien, je n'y ai pas réfléchi autant que cela le mérite, je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais simplement avancer quelques idées provisoires pour l'instant. Et l'une d'elles me ramène à l'émission de Soloviev et à autre chose que j'ai évoquée. Je pense que c'est un message pour le chancelier Scholz. C'est un message pour l'Europe, mais l'Europe, c'est le chancelier Scholz. Soyons honnêtes, les Allemands sont les seuls à avoir la capacité de se préparer à une guerre avec la Russie. Mon collègue Ray McGovern est actuellement à Berlin. Il donne des conférences, je suppose, principalement à des personnes de la gauche. Et son message est le suivant. Vous, les Allemands, êtes désormais l'ennemi numéro 1 pour les Russes. Vous avez remplacé les États-Unis comme ennemi numéro 1. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Savez-vous ce que cela signifie? Et je pense que l'intensité de ces attaques que les Russes mènent actuellement vise à exercer une pression énorme sur M. Merz pour qu'il fasse face à la réalité. Si la Russie veut transformer l'Ukraine en Gaza, elle le fera et elle le peut, dans le sens de détruire les infrastructures et tout bâtiment de plus de 2 mètres de haut. Ils en sont capables. Ils ont la puissance de feu et ils sont désormais prêts à l'utiliser. Ce qui était nouveau dans l'émission de Soloviev hier soir, je ne l'avais jamais entendu auparavant, c'est qu'il a ouvertement traité Merz de nazi, et ce à plusieurs reprises. Auparavant, c'était plutôt sous-entendu. Cette fois, c'était pas humoristique, c'était on ne peut plus sérieux. Et je peux dire que M. Soloviev, à cet égard, parle probablement directement au nom du Kremlin. L'Allemagne est désormais dirigée par un nazi. Et les Russes s'y préparent. Je pense que la démonstration de force actuellement en cours en Ukraine est un message adressé à Berlin. J'entends cela aussi, que les Russes considèrent désormais les Allemands comme l'ennemi principal. Je souligne également que si la Russie décidait de mener une frappe de représailles contre un pays de l'OTAN, l'Allemagne serait une cible assez opportune, étant donné qu'elle ne possède pas d'armes nucléaires, comme la France ou le Royaume-Uni. Mais l'idée de fournir en grande quantité des missiles longue portée, et, vous savez, il semble effectivement que les Russes essayent maintenant de bien faire comprendre qu'ils ont tracé une ligne rouge. Je voudrais juste revenir rapidement sur ce que vous avez mentionné, toute cette intensité dans les frappes en Ukraine occidentale. Car comme vous l'avez dit, cette région était auparavant hors de portée. Ou du moins, les Russes ne frappaient pas ces cibles de manière significative par rapport au reste du pays. Sait-on quelque chose sur les cibles des Russes? S'agit-il de dépôts d'armes, d'infrastructures critiques, d'énergie? Que visent-ils exactement? Toutes ces choses, plus quelque chose qu'ils n'avaient pas attaqué auparavant. Oui, ils montraient à la télévision les explosions de dépôts d'armes dans l'ouest de l'Ukraine qui ont été détruits ces derniers jours. Oui, les infrastructures et l'énergie, oui, c'est-à-dire le raffinage de l'électricité, tout cela a été attaqué ces derniers jours. Mais il y a quelque chose de nouveau, totalement inédit. À travers l'Ukraine, 5 centres de recrutement ont été ciblés par des drones d'attaque Geran et ont été détruits. Et cela se constitue à Thala un message militaire et politique.
a mixed military and political statement. They are anticipating that this Ils s'attendent à ce que la destruction de ces centres de recrutement suscite une certaine sympathie, même parmi les Ukrainiens patriotes qui sont profondément mécontents de la conscription forcée des hommes dans les bars, les discothèques, dans la rue, où ils sont embarqués de force et envoyés sur le front pour y être tués. Cela a provoqué beaucoup de mécontentement dans une partie de la société ukrainienne, même si l'on peut imaginer qu'une grande partie de la société en Ukraine reste malheureusement patriote et favorable à la guerre. Mais les centres de recrutement constituent un cas particulier, et les Russes ont saisi cette opportunité. But the recruitment centers are a special case, and the Russians have seized on that. But besides the lower Outre le manque de main-d'œuvre, qui est évidemment un problème auquel l'Ukraine est confrontée, comment évaluez-vous leur capacité de combat? Car, comme vous l'avez dit, avec le recours croissant à la conscription forcée et l'assèchement des livraisons d'armes occidentales, d'un autre côté, ils reçoivent un nombre important de drones et semblent encore faire preuve d'innovation sur les lignes de front. Pensez-vous que cela pourrait, encore une fois, probablement ou possiblement, aboutir à un effondrement militaire? Ou estimez-vous que les Ukrainiens seront encore capables de tenir le coup? The Russians knew from the beginning that the Ukrainians are good soldiers. Les Russes savaient depuis le début que les Ukrainiens sont de bons soldats. Les Ukrainiens sont comme les Russes. Ils sont très proches, partagent la même culture, et les Russes ont un grand sens du sacrifice pour la patrie, tout comme les Ukrainiens. Et les Russes le savaient. Ils savaient que ce serait un conflit très dur, et c'est ce qui s'est produit. J'ai une réponse très explicite à votre question, et c'est la mort du guerrier le plus célèbre de la Russie. Cela s'est produit la semaine dernière. Le numéro 2 ou 3 de l'armée russe, le chef de tous les marines russes, a été tué en première ligne, et cela a été montré. Sa mort est quelque chose avec laquelle nous pouvons tous nous identifier, car son élévation à ce poste, à la tête de la nation, en parlant de mérite, son élévation à ce poste, numéro 3, peu importe, dans leurs forces armées, s'est déroulée sous nos yeux. C'était enregistré en vidéo. C'était sur YouTube, et certaines de nos chaînes YouTube partenaires l'ont diffusé lorsque Vladimir Poutine visitait un sous-marin nucléaire. Il s'adressait aux marins, à l'équipage, au sujet de la logique de l'opération militaire spéciale. Dans la salle se trouvait Rudkov, qui l'a alors appelé à l'attention, lui annonçant qu'il venait d'être promu à ce nouveau grade. Nous l'avons donc vu. Eh bien, nous avons vu sa veuve la semaine dernière lorsqu'elle a été invitée au Kremlin pour recevoir la 2e médaille de héros de la Fédération de Russie. C'est une occasion très rare. Quelqu'un en a reçu une, lui en a reçu 2, et la seconde à titre posthume. Très bien. Pourquoi cela mérite-t-il d'être souligné? Pourquoi a-t-il eu droit à des funérailles nationales? Eh bien, les généraux ne meurent généralement pas en première ligne. C'était un général hors du commun. Il n'était pas obligé d'aller au front. Mais comment est-il mort? Il a été tué par des tirs de riposte alors qu'il se trouvait sur une position d'artillerie en première ligne. Les Russes avaient tiré sur les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont riposté et ils l'ont tué. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela montre que les Ukrainiens sont très compétents, qu'ils disposent d'un bon équipement et qu'ils savent ce qu'ils font. Ne confondons donc pas cela avec les pauvres gens arrachés à la rue et envoyés servir de chair à canon. Il y a encore, malgré toutes les lourdes pertes subies en Ukraine à cause de ces aventures insensées et de ces opérations de relations publiques que Zelensky a imposées à ses forces armées, including l'intervention à Kherson, qui leur a coûté 75 000 soldats, des personnes très compétentes. Cela m'a interpellé, car ça fait un certain temps que je le dis. Ce que je vois à la télévision tous les 2 ou 3 jours,
Lorsque les correspondants militaires, les correspondants de guerre de la télévision d'État russe se rendent sur le front et tendent le micro à un gars qui s'occupe d'un de ces canons ou de ces drones qui sont lancés. Et nous regardons, le canon, il est recouvert de branches et d'autres choses. Et pourquoi? C'est pour tromper les drones. That's to mislead drones. That's okay. And to provide some protection because C'est d'accord. Et pour offrir une certaine protection, car ils peuvent être déviés par des branches et le reste au-dessus du canon. Mais on entend aussi que dès qu'ils tirent, ils se déplacent pour éviter d'être touchés comme l'a été le général Gudkov. C'est quelque chose que je n'entends pas de la part de mes collègues, mais cela montre que l'armée ukrainienne, malgré toutes ses pertes, reste une véritable force de combat, dont les Russes se méfient beaucoup. Et je pense que cela illustre bien cette réalité. La dernière offensive n'est pas terrestre. Le mouvement reste très lent au sol, mais ils essayent vraiment de dévaster l'Ukraine, au point que la capitulation devienne une réalité politique plus proche. Eh bien, d'accord. Donc les Ukrainiens tiennent bon. Les Russes continuent de renforcer leur puissance pour faire pencher la guerre davantage en leur faveur. Mais qu'en est-il des puissances occidentales? Voyez-vous des changements, je suppose, de notre côté? Parce qu'avec Trump, c'est très étrange. Un jour, il dit que les livraisons d'armes ont été suspendues. Le lendemain, il dit qu'il n'a pas entendu parler d'une suspension des livraisons d'armes. Et vous savez, il y a beaucoup de confusion autour de la rhétorique, mais aussi parmi les Européens. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais j'en conclurai qu'il semble y avoir une certaine perte d'enthousiasme pour la guerre. Il reste engagé à poursuivre ce combat, mais l'enthousiasme qu'on voyait il y a seulement quelques mois semble, eh bien, s'estomper. Je ne sais pas si vous le percevez de la même manière. Eh bien, Zelensky a répété sa demande après chacune de ces attaques aériennes dramatiques et dévastatrices. Il a intensifié sa rhétorique, suppliant l'Europe et l'Amérique de fournir une aide en matière de défense aérienne. Et bien sûr, cela mettrait la pression sur Donald Trump. Tous ses détracteurs au Congrès, le Congrès a toujours une majorité en faveur d'aider l'Ukraine jusqu'au bout et de défendre cette vaillante démocratie. Donc Donald Trump tergiverse, comme vous venez de le mentionner. Un jour, pas d'armes. Le lendemain, eh bien, il faut envoyer plus de Patriots. Nous allons parler à nos alliés pour voir qui d'autre peut fournir des Patriots. Cela répond directement aux absurdités venant de Kiev. L'Ukraine ne sera en aucun cas sauvée par la livraison de 10, 50, 100 missiles Patriot ou d'autres intercepteurs. C'est absurde. Et cela revient à ignorer délibérément ce que nous avons tous appris de la guerre israélo-iranienne de 12 jours. Lorsqu'ils ont construit des défenses aériennes très denses, 3 niveaux différents, selon l'altitude d'interception des missiles entrants ou de tout autre objet ennemi, cela n'a pas fonctionné. Le dôme de fer israélien et les autres systèmes d'interception de niveau supérieur n'ont pas pu arrêter les missiles hypersoniques iraniens, ni d'autres missiles de croisière très sophistiqués. Et penser que fournir une poignée, voire plus, de ces mêmes patriotes à l'Ukraine les épargnera de la dévastation qui s'intensifie actuellement est une pure absurdité. Si l'opinion dominante occidentale veut y croire, très bien. Si M. Zelensky veut y croire, très bien. Car les Russes savent mieux que quiconque. Je crois que M. Lavrov l'a dit lui-même. Voilà, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Cela ne changera pas le contenu du... Ma dernière question est simplement la suivante. Comment voyez-vous la fin de cette guerre à la lumière de ce développement? Pensez-vous, comme l'a suggéré Mearsheimer, que le temps d'une solution politique est déjà révolu? Prévoyez-vous que cela se résoudra par une victoire militaire du côté russe
ou par un effondrement militaire du côté ukrainien? Ou pensez-vous qu'il y aura plutôt un effondrement politique à Kiev à mesure que la pression continue de monter? Parce que j'ai vu, je crois que c'était The Economist, qui a publié un article cette semaine affirmant que les États-Unis avaient dû intervenir pour empêcher Yermak de limoger Boudanov. Il semble, alors que la guerre ne tourne pas en leur faveur, que certains éléments au sein du gouvernement se retournent les uns contre les autres. Tandis qu'on observe aussi un certain mécontentement dans la société quant à la gestion de la guerre par le gouvernement et même à la poursuite de celle-ci. Ou bien est-ce toujours règlement politique, effondrement militaire, effondrement politique? Toutes ces voies restent-elles possibles? Eh bien, nous sommes dans le domaine du journalisme. Le sensationnalisme, ou journalisme jaune, a toujours permis de vendre des journaux, pour ainsi dire. Ceux qui sont des experts militaires ont été les plus écoutés, les plus regardés ces 3 dernières années lorsqu'ils apparaissent sur les plateformes YouTube. Et les experts militaires parlent de questions militaires. Et bien sûr, ce que l'Ukraine a enduré est dramatique. Et tout le monde sait que la poursuite de la guerre par l'Ukraine défie la logique militaire. Ce n'est pas ainsi que l'on procède normalement. Cela ne défie pas la logique politique. Mais ce n'est pas la spécialité des experts militaires à qui l'on a donné la parole pour cette raison. Toute l'attention, ou du moins la grande majorité de l'attention, s'est portée sur la capitulation ou l'effondrement militaire. Les Russes vont submerger les lignes ukrainiennes et ils devront nécessairement lever le drapeau blanc. Je n'y crois pas. Je pense qu'il s'agira d'un effondrement politique, comme vous veniez de le suggérer. Mais l'effondrement politique n'est pas la spécialité de ceux à qui l'on donne la parole. Ce n'est pas très vendeur pour le sensationnalisme. Et honnêtement, personne ne sait vraiment qui sont ces comploteurs encore invisibles contre le régime en place. Où sont-ils? Ils ne font pas partie des anciens dirigeants de l'Ukraine, Timoshenko ou Poroshenko. Eux sont de mèche avec Zelensky pour poursuivre la guerre. Donc, ce sera quelqu'un d'autre, quelqu'un dont nous n'avons pas le nom sur nos fiches. Mais je pense que c'est probable, très probable. Les Russes, à mon avis, le souhaiteraient beaucoup, car ils ne veulent pas que cette guerre se prolonge indéfiniment, devenant une campagne purement terroriste, ou une insurrection venant des terres d'Ukraine à l'ouest du Dniepr. Les Russes ont donc certainement infiltré, tout comme il s'agit d'une infiltration mutuelle. Les Ukrainiens infiltrent la Russie et les Russes infiltrent l'Ukraine. Et ils travaillent certainement à un effondrement politique. C'est selon moi la probabilité la plus forte de la façon dont la guerre se terminera. Quelqu'un émergera et dira « Nous devons sauver la patrie avant de perdre toute une génération d'hommes ». Voilà, je pense, l'issue probable. Je pensais pourtant que les Américains allaient soutenir cette issue, surtout lorsque Trump se montrait ouvertement très méprisant envers Zelensky, l'humiliant en public, coupant également l'aide et liant cela à son aversion plus ou moins personnelle pour Zelensky. Mais ce n'était pas tant personnel que sa réticence à s'engager dans de véritables négociations. Je croyais que c'était une façon pour les Américains de faire pression sur Zelensky. Soit il part, soit il conclut un accord. Mais tout cela semble avoir disparu. Eh bien, en ce qui concerne Zelensky, pourquoi y aurait-il un renversement? Son utilité disparaît sous nos yeux. C'était l'homme qui obtenait l'argent et les armes pour que la guerre continue, et cela ne fonctionne plus. Comme vous l'avez mentionné, l'Europe n'est plus enthousiaste à l'idée d'envoyer encore de l'argent après en avoir déjà perdu beaucoup, à part l'Allemagne et M. Merz, qui a ses propres considérations de pouvoir en Allemagne, pour maintenir sa position. Mais le reste de l'Europe est plutôt timide, voire peu enclin à fournir davantage de fonds.
not keen on further money. The United States clearly is not keen on further money and weapons. De toute évidence, ils ne sont pas enclins à fournir davantage d'argent et d'armes à l'Ukraine. Et c'est la fin de la partie pour M. Zelensky. S'il ne peut pas obtenir de résultats, il est alors évident que ses collègues devront l'écarter. Et s'il y a une période d'instabilité et de turbulence, il est impossible de prévoir qui en sortira. Pas les collègues immédiats de Zelensky, mais quelqu'un, comme je le dis, dont nous ne connaissons probablement pas encore le nom, émergera de ce tumulte qui s'annonce lorsque Zelensky sera poussé vers la sortie. Eh bien, il semble que quelque chose se passe en coulisses, mais comme nous l'avons vu, cela peut durer encore de nombreux mois. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis de vous interroger et de partager vos analyses. Merci encore. Eh bien, merci de m'avoir invité.